Bonjour et bienvenue à tout le monde ici ou bien en distanciel pour ce troisième webinaire sur les soins intégrés qu'on co-organise entre Unisanté et le Forum Managecare, représenté par M. Pieta. Webinaire sur les soins intégrés qui va aborder les aspects financiers des soins intégrés. On a le plaisir d'avoir trois invités avec nous par ordre de parution de la présentation. D'abord, Joachim Marty, professeur associé, économiste de la santé, co-responsable du secteur économie et politique de la santé, ici, au sein de notre département Unisanté. Ensuite, on aura M. Alain Perria, directeur général du réseau Santé Balcon du Jura, RSBJ, infirmier de formation au bénéfice d'un brevet fédéral en management de la santé et d'un diplôme fédéral d'expert en gestion d'institutions de santé. Et ensuite, réagira aussi, suite à la présentation de Joachim Marty, M. Vincent Huguenin-Dumitan, chef du service cantonal de la santé publique du canton de Neuchâtel depuis 2015, infirmier et psychologue de formation, actuel président du GRSP, groupe roman des services de santé publique, et président du comité directeur de Réformer, la réorganisation de la formation post-graduée en médecine en Romandie. Alors, ce qui va se passer, c'est un webinaire qui sera enregistré, il sera disponible sur les sites que vous voyez là. Les objectifs de ce webinaire sont d'aborder l'aspect coefficacité des soins intégrés. On va faire l'hypothèse que les bénéfices en termes de santé sont présents, donc on ne va pas retourner de façon importante sur ça, mais on va vraiment cibler sur l'aspect coefficacité. Ensuite, identifier parmi les mécanismes financiers existants à l'étranger ceux qui vont être considérés pour la suite pour faciliter l'intégration des soins et dans quelles conditions. Et ensuite, discuter les perspectives d'évolution de ces mécanismes en Suisse avec deux exemples, notamment en se basant sur ce qui se passe dans le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel. Donc, après l'introduction de Joachim Marty qui va aborder quelques aspects théoriques et aussi présenter les résultats de deux revues systématiques, une sur les coûts-efficacité, une sur les incitatifs financiers à développer les soins intégrés. M. Perria réagira et M. Dumitan ensuite, pendant une dizaine de minutes, et après on aura plus ou moins 30 minutes de discussion avec vous et avec les personnes qui sont en distanciel. Est-ce que ça va vous voir comme ça? Et puis, maintenant, je vais laisser la parole à Joachim. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de l'organisation, Isabelle et Séverine. Bonjour à toutes et tous en ligne. Mon objectif pour les 15 premières minutes, c'est de parler de deux choses principalement. D'une part, de qu'est-ce que la littérature nous dit sur le rapport entre coûts et résultats des modèles de soins intégrés. Et puis d'autre part, je vais parler des modes de rémunération, puis dans quelle mesure les différents modes de rémunération peuvent soutenir ou encourager l'intégration des soins. Donc ça, c'est le programme. Et puis, je voulais vous donner quelques éléments de contexte. Donc c'est pas nouveau pour vous, hein. On a cette croissance, cette évolution des dépenses de santé. On a cette barre des 100 milliards de francs qu'on va bientôt atteindre à l'horizon 2026. Et puis, on peut beaucoup discuter des causes, en fait, principales de la croissance des dépenses. Puis, il y a deux causes qui nous intéressent particulièrement. C'est d'une part des besoins croissants, donc on a un vieillissement démographique, mais on a aussi une complexité des prises en charge croissantes avec les maladies chroniques, la multimorbidité, donc ça c'est la partie des besoins. Et puis une autre chose que je voulais mettre en avant, c'est ce qu'on va appeler des facteurs institutionnels, donc c'est la manière dont on organise et on finance les soins qui vont générer en fait de ce qu'on appelle de l'inefficience. Donc on a par exemple des mauvais incitatifs, une manière de rémunérer les prestations qui font qu'on va plutôt pousser vers le volume que l'intégration, par exemple, des prises en charge. On a un système en général qui est assez fragmenté, tant du côté du financement que du côté de l'organisation. Si on veut résumer ou caricaturer, chacun travaille un peu dans son coin. Et on peut, et il y a des études qui le font, estimer quelles sont les sources d'inefficience principales. Donc il y a une étude ici de collègues de Winterthur qui essayent de mettre en évidence les sources d'inefficience du système de santé suisse. C'est assez théorique. Mais il y a plusieurs de ces pistes, en fait, pour améliorer l'efficience du santé, des soins, qui sont plus ou moins en lien avec l'intégration des soins. Par exemple, les prestations inefficaces à faible valeur, le manque de coordination des soins, ou alors le fait que le système de santé est un petit peu trop centré sur les soins stationnaires. Et puis, ce potentiel d'efficience, il a été estimé à peu près entre 15 et 20% des prestations soumises à la LAMAL, qui pourraient être réduites en termes de coûts sans affecter la santé de la population. Donc là, ça reste bien théorique. Et puis, une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure des soins plus intégrés permettraient d'améliorer l'efficience du système. Pour ça,
on va avoir recours à des approches qu'on appelle l'évaluation économique. Alors, première remarque, c'est qu'on ne parle pas uniquement de réduction des coûts. Souvent, quand on parle d'évaluation économique, on pense seulement à la réduction des coûts. On va exiger qu'une nouvelle intervention fasse des économies, fasse réduire les coûts à moyen ou long terme. En fait, ce qu'il faut adopter comme posture, c'est de se poser la question, est-ce que le nouveau modèle ou la nouvelle intervention va améliorer le rapport entre les coûts et les résultats, les coûts et l'efficacité? Puis pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va, d'un côté, sur la gauche, faire le bilan des ressources qui sont nécessaires, qui sont utilisées pour mettre en place un nouveau modèle, une nouvelle intervention. Et puis sur la droite, on réfléchit aux résultats en termes de santé, par exemple l'amélioration de la qualité de vie, et puis aussi en termes économiques, parce qu'on sait qu'à moyen et long terme, on va peut-être pouvoir éviter des coûts grâce à une meilleure prise en charge, plus de prévention par exemple. Et puis ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez les deux côtés de l'équation et puis on fait un bilan. Et puis ce bilan, il peut être représenté de manière schématique ici par ces deux axes. Ici, sur l'axe horizontal, on a l'efficacité qu'on va toujours comparer à un point de référence. Le point de référence, c'est par exemple la prise en charge usuelle. Et si vous êtes à droite, vous êtes plus efficace. Si vous êtes à gauche, vous êtes moins efficace en termes de santé, par exemple. L'axe vertical, c'est l'axe des coûts. Vous pouvez être plus coûteux vers le haut et moins coûteux vers le bas. Et puis, idéalement, on aimerait trouver des interventions pour pouvoir transformer le système pour constituer en bas à droite, donc j'ai appelé ça le Graal, c'est-à-dire une nouvelle intervention, une nouvelle manière de prendre en charge les patients qui améliore les résultats et qui diminue les coûts. Faire d'une pierre deux coups, c'est difficile, mais disons que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut avoir un autre objectif qui est déjà louable et assez ambitieux, qui est une neutralité en termes de coûts, c'est-à-dire des investissements initiaux pour un nouveau modèle qui seraient compensés à moyen terme, par exemple, par une réduction des coûts, tout en améliorant les résultats. Donc déjà ça, en termes d'efficience, c'est positif. Pas forcément besoin de viser nécessairement une réduction des coûts, mais si vous, avec les mêmes ressources, vous parvenez à des résultats meilleurs, c'est déjà intéressant. Et je mets ce schéma en avant parce que c'est comme ça qu'on va illustrer les résultats de la première étude systématique. Celle-ci qui a été publiée en 2020. L'équipe de recherche a fait la synthèse de seulement 34 études. Alors c'est peut-être le premier bémol, c'est qu'il y a relativement peu d'études qui sont disponibles sur le plan international. Beaucoup d'études ici portent sur les Pays-Bas et les États-Unis. Et puis la qualité des études sont relativement faibles. Alors quand on parle de qualité d'études, c'est le design en fait d'études, c'est la qualité des données. Est-ce qu'on est capable de mesurer les bons outcomes au bon moment? Est-ce qu'il y a un groupe de comparaison qui est crédible, etc. Donc qualité des études pas très bonne et pas beaucoup d'études, c'est ça les limites en fait qu'on a dans ce domaine-là. Et puis ce qu'on a travaillé un tout petit peu ici, c'est la représentation graphique des résultats pour reposer les résultats de ces études dans ces cadrans que je viens de vous montrer, avec ici chaque point bleu qui est une étude. Là, vous avez ces grandes disparités des résultats entre les études. Et puis le point rouge ici, c'est la moyenne pondérée de toutes les études. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une petite diminution des coûts et une amélioration de l'efficacité ou des résultats en moyenne. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que déjà, vous voyez, le nuage de points, il est assez éclaté. On a des résultats qui vont un peu dans tous les sens. Et puis, les résultats sont assez rarement statistiquement significatifs. Donc, ils ne diffèrent pas forcément statistiquement de la prise en charge visuelle, que ce soit sur le plan des coûts ou sur le plan de l'efficacité. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, les résultats sont disparates selon les types d'intervention et puis surtout selon l'horizon temporel. Et puis, c'est ça que j'ai mis en avant ici. Donc, il y a certains facteurs clés qui expliquent en fait les résultats de manière un peu plus forte. C'est l'horizon temporel qui est très important. Donc, il y a très peu d'études avec un horizon temporel d'une année ou moins qui vont démontrer en fait des bénéfices en termes de santé, en termes économiques. Il faut des suivis plus longs, 3 à 5 ans, pour vraiment démontrer les résultats. D'autant plus que il y a beaucoup d'interventions complexes qui nécessitent des ajustements. Donc, il y a une phase de pilote, ensuite d'implémentation, d'ajustement, etc. Donc, ça prend du temps. Et puis aussi, le design d'évaluation est très important. On voit que les résultats sont plus marqués quand on utilise, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais un design observationnel. Donc, on n'a pas de méthode expérimentale avec un groupe de contrôle comme pour un essai randomisé, par exemple, mais on a des données du terrain qu'on va exploiter pour essayer de capter ces bénéfices sur la santé, ces bénéfices économiques, avec tous les biais que ça peut supposer. Sur la gauche aussi, peut-être le message principal de ce tableau-là, les auteurs de l'étude ont classé les différentes interventions en 5 catégories. Et puis, ce qu'on voit, l'enseignement principal, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation.
on ne sait pas grand-chose en fait sur l'impact sur les coûts et les résultats de ces différents modèles ou types d'intervention, à part pour les premiers où c'est des programmes de gestion de maladies spécifiques assez ciblés, où là on a plus de preuves en fait sur les coûts et les résultats, donc une diminution des coûts, une amélioration des résultats. Voilà pour la première thématique. Et puis pour la deuxième thématique, donc les modes de rémunération et incitatifs, dans quelle mesure ils soutiennent l'intégration des soins, on peut travailler sur une typologie assez générale à gauche, où on va réfléchir à ce qu'on paye avec le mécanisme de remboursement. On peut payer des actes. Le paiement à l'acte, c'est le numéro 6 que vous voyez dans le tableau, TARMED, TARDOC. On peut intégrer au système de paiement à l'acte des positions tarifaires qui rémunèrent la coordination des soins, ça on peut y revenir. Vous pouvez ensuite avoir un niveau un peu plus agrégé, vous pouvez payer des épisodes de soins, comme ça peut être un séjour hospitalier avec les DRG, ou ça, il y a des mécanismes de rémunération de parcours de soins complets, pas uniquement à l'hôpital, ça on y reviendra aussi, bundle payments par exemple. Et puis vous pouvez encore agréger en parlant par exemple de rémunération d'une population. Donc vous avez une population donnée avec un certain montant par tête qui est calculé en prenant compte des facteurs de risque par exemple. Et puis vous avez ainsi un budget de capitation à gérer sur une année donnée par exemple. Et puis sur la droite, vous avez en fait cette idée que le risque financier, plus vous agrégez le paiement, plus le risque financier va être reporté sur les prestataires. Alors, si je m'explique, quand vous avez un paiement à l'acte, le risque financier, il est essentiellement sur les payeurs. Plus vous faites d'actes, plus il y a de remboursement. Par contre, quand on agrège les paiements, par exemple, quand on va dans la direction de la capitation, ce risque financier, il est transféré sur les prestataires, puisque le payeur sait quel est le budget qui est alloué aux soins, et c'est le prestataire qui doit gérer ce budget-là, et donc qui fait face au risque financier. Ça, c'est important pour comprendre aussi les implications de l'agrégation des paiements, par exemple sur une période ou une région donnée. Donc là, la deuxième étude, qui est assez récente, a essayé de décortiquer un peu ces mécanismes de rémunération, de nouveau avec relativement peu d'études sur le plan international, 33 études qui portent sur 8 programmes différents seulement, donc de nouveau une évidence assez limitée, mais ils mettent en avant 3 grands types de modèles. Un type de modèle qu'ils ont appelé shared savings, donc partage des économies, où là, il y a cette idée en général, il y a des nuances dans les modèles, mais qu'il y a un budget prédéfini pour une population donnée, qui est calculé sur la base de données de rétrospective, mais qui sont aussi ajustées pour les caractéristiques de la population. Et puis, dans ce cadre-là, alors, il y a certains modèles où on va rémunérer les prestataires à l'acte, et puis on fait le bilan à la fin de l'année. Si le budget est dépassé ou si le budget, justement, n'est pas atteint, on va se répartir les gains ou les pertes après un exercice, par exemple. Et puis ça nécessite un bon suivi de la qualité pour s'assurer qu'il n'y a pas de sous-utilisation des soins. Le deuxième type de modèle qui est présenté, c'est les paiements par parcours ou par paquet de soins. Donc là, on va plus uniquement rémunérer un setting de soins, un lieu de soins, mais tout un parcours du patient, une filière par exemple, ou bien une prise en charge chirurgicale avant l'opération, à l'hôpital, et puis en post-opératoire réadaptation. Vous avez un montant qui est partagé sur tous les intervenants de la chaîne de soins, et donc ça pousse aussi à la coordination. Et finalement, le dernier point, c'est des paiements à l'acte des activités de coordination. Donc, vous pouvez ajouter des positions tarifaires d'un système de paiement à l'acte qui vont spécifiquement rémunérer des activités de coordination, ou alors donner un montant par tête pour les activités de coordination uniquement. Vous allez avoir des systèmes hybrides où vous avez un montant par tête pour la coordination, puis ensuite du paiement à l'acte pour les autres soins, par exemple. On peut aller un peu plus loin, je ne vais pas trop aller dans le détail ici, mais on pourrait réfléchir à une typologie un peu plus fine et son impact sur l'intégration des soins avec une définition de la population. Est-ce qu'on s'intéresse à un groupe de patients en particulier ou à tous les patients dans une zone géographique? Est-ce que l'horizon temporel, on parle d'un parcours de soins ou d'une année donnée? Le secteur, est-ce qu'on est dans un secteur des soins primaires uniquement ou est-ce qu'on parle de l'entier des interfaces entre médecine générale, hôpital, soins de longue durée par exemple? Les prestataires aussi, est-ce qu'on s'intéresse à un seul prestataire, un réseau de soins ou l'ensemble des prestataires dans une région? Et puis les besoins aussi, donc on a vu qu'il y avait pas mal de preuves pour des filières des maladies spécifiques, mais est-ce qu'on doit aussi s'intéresser à la multimorbidité, à la gestion de plusieurs maladies chroniques ou alors tout l'ensemble des besoins finalement dans une population donnée? Ça, c'est toutes des questions ouvertes. Ça montre que ici, si vous faites le bilan, il y a plus de 200 combinaisons possibles
de ces approches. Alors, il y en a qui s'excluent, mais ça reste compliqué de définir vraiment ce qu'on entend par financement des soins intégrés. Donc, le bilan, qui n'est pas forcément très réjouissant, mais il y a des pistes, en fait. Il y a peu de preuves aujourd'hui dans la littérature d'économie substantielle liée à l'intégration des soins. Mais on pourrait s'attendre déjà, et ce serait déjà pas mal, d'avoir une amélioration des résultats de santé à budget constant, en tout cas à moyen terme. Les effets en termes de coûts et de résultats, justement, mettent du temps à se réaliser. Donc, il faut des évaluations sur le long terme. Ça, c'est essentiel. Et puis, là, il y a un aspect que j'ai pas couvert, c'est l'importance des données, en fait, des systèmes d'information interopérables qui puissent soutenir l'intégration des soins. Alors là, on est sur certains plans assez en retard en Suisse pour que c'est une condition d'infrastructure finalement de données qui est nécessaire. Et puis là, alors, je passe un petit peu le témoin au suivant, c'est-à-dire quels sont les niveaux d'intégration et les modèles envisageables ou en cours de développement en Suisse. Et voilà, il faut ouvrir la discussion sur la base de cette littérature qui nous apporte des éléments intéressants, mais qui a aussi ses limites. Ça, on en a déjà un peu discuté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Joachim, pour cette première partie. Oui, vous m'applaudissez. Cette première partie un peu introductive qui met bien la scène et qui va préparer le terrain pour les deux autres intervenants. S'il y a une question de compréhension, mais pas de discussion, une question de compréhension, on peut la poser, une ou deux. Autrement, on va passer la parole aux deux autres invités pour laisser une plus large place à la discussion plus générale. Est-ce que tout est clair ou il y a un détail théorique des résultats qui devraient être éclaircis? Il n'y a rien sur... OK. D'accord. Alors, il y a d'abord M. Alain Perria qui va venir, donc qui est directeur du RSBJ. On lui a notamment posé la question de savoir si les aspects coût-efficacité avaient été un des arguments des rationnels pour mettre en œuvre le RSBJ à l'époque. Et puis, si ça a amené une sorte d'économie, où est-ce qu'on améliore la qualité à un coût constant, voir ce qu'il en est, et éventuellement aussi, est-ce qu'il y a de telles attentes de la part du canton. Alors, on vous laisse la parole, vous allez présenter un petit peu quelque chose, et puis après, on a quelques minutes pour discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai souhaité mettre deux focus dans cette présentation. C'est un focus des raisons pour lesquelles nous sommes orientés vers un modèle de soins intégrés, et puis un deuxième focus qui concerne les aspects économiques liés aux soins intégrés. Pour ce faire, je vais juste rappeler un peu l'histoire de ce réseau Santé Balcon du Jura. Je parlerai aussi des axes qui sont les axes prioritaires de ce que sont les soins intégrés et du lien qu'on peut faire avec justement l'évolution historique de ce réseau. Et puis, ensuite de ça, je vais vous expliquer comment, à travers, je dirais, cinq axes sur lesquels on peut mieux maîtriser les coûts de la santé ou réduire les coûts de la santé, le réseau Santé Balcon du Jura a mis en place un plan d'action. Globalement, le réseau Santé Balcon du Jura n'a pas un jour dit tiens, on va développer des soins intégrés. Ces soins intégrés, ils sont venus en continuité de réflexions qui sont plutôt liées à la question de mettre en place un dispositif de santé correspondant aux besoins de la population avec des coûts qui soient acceptables. Et on voit que ces questions qui touchent cette organisation de soins dans une région dite excentrée s'est posé déjà en 1999, et au moment où se posaient des questions de redéfinir les missions d'un hôpital, s'est posé la question de se dire mais est-ce que c'est pas aussi le moment de penser plus globalement une organisation de soins qui pourrait mieux gérer et mieux utiliser les ressources existantes dans cette région. Donc c'est créer ce centre de soins et de santé communautaire avec dans cette période-là une redéfinition des missions de l'hôpital, un rattachement d'un EMS qui était dans la région mais qui n'était plus viable, donc on l'a rattaché à ce CSSC. Et puis une discussion, une
une réflexion qui se met en place au sein de cette structure pour mieux coordonner les soins. Un des aspects qui est assez important à ce moment-là, c'est de dire on va uniquement tout rattacher à une seule administration. Donc toutes ces structures, on vise à les rattacher à une seule et unique administration. Par la suite, autant le canton se pose des questions dans ces régions, mais finalement, quelles sont les missions qu'on doit accorder aux institutions de santé de ces régions, autant les régions se posent des questions. Et dès 2010, il y a toute une réflexion qui se met en place entre, d'un côté, l'État, qui souhaite clarifier ses missions, et puis de l'autre côté, des institutions qui disent, mais nous, on aimerait pouvoir mettre en place un dispositif robuste qui puisse répondre aux besoins de cette population. Et donc, un travail qui se fait, je dirais un peu chacun de son côté, mais qui se réunit dès 2018 avec un groupe de travail qui se met en place entre 3 régions excentrées de montagne, la vallée de Joux, le Pays d'en Haut et le Balcon du Jura, et la Direction générale de la santé. Un des axes forts qui est celui de la Direction générale de la santé, c'est de clarifier à travers ces missions d'institution, principalement la question des missions hospitalières, ce qui est un petit peu toujours la part sensible des discussions, parce que la question d'abord d'un maintien d'un hôpital dans une région comme celle-là, qui dessert un bassin de population de 6 000 habitants, et je dirais sous certains angles discutables, sous d'autres une nécessité. Et donc, des discussions s'ouvrent en ajoutant à ce moment-là des réflexions d'intégrer l'aide et les soins à domicile, donc le CMS de ces 3 régions, au sein d'une structure qui s'appellerait un pôle santé. Dans ces réflexions qui se mettent en place, je dirais assez formellement dès 2018, se met en place clairement des questions de se dire, mais est-ce que c'est pas aussi le bon moment de penser à changer en somme un peu le paradigme avec lequel on pourrait travailler dans ces régions, et de clairement orienter vers des soins intégrés. Ce qui semble clairement faire sens pour les 3 futurs pôles santé. En parallèle de ça, et entre 2020 et 2022, le réseau Santé Balcon du Jura, arrivant au bout d'un premier plan stratégique qui avait surtout axé sur la consolidation de ses infrastructures et la définition d'un concept de réseau de soins, là, on prend un cap assez fort en se disant, mais là, maintenant, au vu de l'évolution, au vu de ce qui nous semble faire sens pour une région comme celle-là, il serait vraiment intéressant d'orienter clairement notre modèle de soins vers des soins intégrés. Et donc, à travers un plan de soins stratégique, nous avons développé un concept de soins intégrés. Très rapidement, si j'analyse un petit peu ces 2 étapes, la constitution d'un CSSC, le CSSC, c'est surtout axé dans ces 3 axes que sont la coordination des soins et dans ces axes forts des soins intégrés, c'est d'optimiser les ressources et de réduire les coûts. À travers le plan stratégique qui a été établi en 2022, plan stratégique 2022-2026, on a mis le focus autant sur l'optimisation des ressources et la réduction des coûts, que l'on s'est intéressé à réduire cette fragmentation des services et d'améliorer la qualité d'expérience de soins pour le patient. Ce que j'ajouterai encore, c'est une réflexion qui a été vraiment une réflexion de fond pour le réseau Santé Balcon du Jura, de se dire, mais au final, il faut qu'on puisse revenir sur ce qui nous semble être le démultiplicateur commun le plus important, c'est le patient. Et de se dire, mais finalement, il faut, au moment où on veut repenser un système, il faut que le patient prenne une place centrale dans le système et devienne, en somme, et prenne une place, je dirais, active et autonome par rapport à sa santé. Et cette pensée-là, on l'a imaginée autour du patient ou pour le patient, que l'on a renommé Action, acteur de sa santé.
Et puis d'intégrer aussi les proches et d'intégrer aussi la collectivité dans une vision très communautaire de la santé. Ce qui me semble important, c'est de faire le lien entre finalement ce que sont les soins intégrés, les effets qu'il y a des soins intégrés sur l'économicité du système, et les 5 domaines qui sont ici sur votre gauche, et puis de mettre en lien, si vous voulez, à travers ce plan stratégique du réseau santé Balcon du Jura, un certain nombre d'actions concrètes que nous mettons en place, que nous avons mis en place et que nous continuons de mettre en place aujourd'hui pour viser à déployer des soins intégrés qui, de notre lecture, mais ce n'est pas une lecture objective, il n'y a pas de la recherche là derrière, mais c'est notre vision, c'est nos certitudes que l'ensemble de ces actions que vous avez ici, sur cette colonne de droite, auront un effet sur ces axes d'économicité des soins visés à travers les soins intégrés. Donc voilà un petit peu de façon très limitée une présentation du réseau santé Balcon du Jura autour tant des soins intégrés, autant autour de l'économicité et de la réduction des coûts. Voilà, je ne sais pas si ça amène des questions, des remarques. D'abord, merci beaucoup, M. Perrier, pour la présentation. Avant de passer aux questions, on va peut-être laisser la parole à M. Vincent Huguenot-Dumiton pour voir un peu comment lui rebondit sur les résultats de revues et aussi ce que vous avez présenté avec la perspective d'un canton qui est au début de son développement ou qui a l'intention d'aller dans la direction des soins intégrés. Puis après, on lancera la discussion avec tout le monde. Bon, merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, quand j'ai vu la présentation de Joachim Marty, je me suis dit qu'il n'y avait définitivement pas de système parfait, et puis qu'on pouvait finalement essayer de trouver quelles étaient les meilleures options qu'on voulait prendre. Et en fait, quand il n'y a pas de système parfait ou qu'il y a des points bloquants, il faut imaginer qu'il n'y a plus que des opportunités. Le point de vue de mon discours, au fond, par rapport à mon regard sur d'où on part, en tout cas, si je prends la situation du canton de Neuchâtel, mais quand j'observe ce qui se passe autour de nous, je vois beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour positionner les choses différemment. Et pas du tout, disons, dans le simple fait de dire qu'est-ce qui coûtera moins cher, c'est une chimère, c'est pas ça la question. C'est où est-ce qu'on veut allouer des ressources, et puis finalement, si c'est pas la question des coûts qui nous permettront d'aller, d'être très convaincants, il faut peut-être trouver d'autres facteurs. Ça peut être, vous l'avez dit, l'expérience des patients, ça peut être aussi l'expérience des professionnels eux-mêmes. C'est les proches aidants aussi qu'on doit aussi intégrer dans toute cette question-là, c'est cette pluridimensionnalité. Je voulais essayer de vous donner le point de vue, en fait, qui est le mien, c'est-à-dire, je suis coincé entre un Parlement qui voit comment la santé devrait être ou ce qu'il souhaite qu'elle soit, et des acteurs qui disent, mais que font les pouvoirs publics pour qu'on puisse faire ce qui serait sain de faire? Et en fait, c'est pour ça que je dis, il faut toujours trouver des opportunités. Tout ce qui se passe en ce moment, je pense aux maisons de santé, je pense au réseau Delta, je pense à plein de choses comme ça qui sont en train de sortir. Ça permet de stimuler un tout petit peu la concurrence, finalement, de dire, mais si c'est possible de le faire ou de le tester quelque part, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Le gros frein que j'observe aujourd'hui, c'est que quand les pouvoirs publics sont déjà embourbés dans le fait de créer des infrastructures parce qu'il faut faire face au vieillissement de la population, quand il faut trouver des soignants, mettre en œuvre des initiatives fédérales, quand il faut financer un système, quand il faut légiférer, ben, vous n'avez déjà plus de ressources pour passer au changement. Et c'est le gros problème aujourd'hui. Je plaide pour ça. Si on veut faire des changements de système, il faut aujourd'hui admettre qu'il faudra investir en ressources, en temps et en argent pour passer à autre chose. Faute de quoi, on va faire des petites incrémentations périphériques qui vont absolument pas changer les fonds, les structures des systèmes. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que demander plus de moyens dans un système qui est déjà surinflationniste, où il y a une attention politique permanente sur l'augmentation des coûts, vous voyez un petit peu la quadrature du cercle. Je voulais vous parler d'opportunités. Pour vous transcrire un peu ce que je décrivais, c'est que la notion de ces réseaux de soins intégrés, ou ce que vous venez de décrire, nous intéresse particulièrement à Neuchâtel. On est parti d'un système qui est très fragmenté, qui est encore en silo, qui a aujourd'hui probablement ses limites et qui ne convient plus vraiment aux acteurs comme au pouvoir public, au fond. Et il y a une chose dont on parle peu, c'est les questions de culture. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir changer quelque chose, il faut amener aussi des cultures communes, pas seulement des freins, des impossibilités ou des énervements
vu la pression ambiante dans le système, mais il faut plutôt pouvoir amener des cultures communes pour avoir un but commun, un objectif commun. Autrement dit qu'il faudrait aligner, si possible, les mouvements politiques, comme les acteurs, comme les patients, dont on parle peu et qui s'expriment peu. On a peut-être besoin aussi que ceux-là même nous disent un petit peu plus ce qu'il serait opportun de faire pour que les expériences patients, ou que certains correctifs qui puissent amener d'eux-mêmes, permettent aussi de challenger le système. Et en fait, la sensibilité de la santé fait qu'on était confronté à un problème, c'est que dans une des régions du canton, on avait une petite polyclinique qui avait, pour des motifs de difficulté à trouver les ressources suffisantes en termes de personnel, avait des horaires parfois qu'il fallait un peu réduire, ce qui amenait évidemment un sentiment d'insécurité populationnelle sur les prestations qui leur étaient dues. Ça nous a amené, vous voyez tout de suite la conséquence, c'est des projets de loi qui disent il faut absolument que dans toutes les régions, il y ait des polycliniques 24 heures sur 24, etc. C'était infinançable, c'était pas forcément opportun, et puis c'était pas forcément ce qu'on souhaitait faire. Et donc là, vous voyez que, comme pouvoir public, vous savez ce que vous avez envie de faire, mais vous êtes contraint à devoir aller ailleurs. Pour sortir de ça, on a essayé précisément de capitaliser sur toutes ces expériences que vous connaissez comme nous en Suisse romande et ailleurs, pour essayer de dire, mais en fait, on pourrait essayer d'aller vers autre chose, c'est-à-dire pas forcément réduire les coûts, c'est pas ça, mais où est-ce qu'on veut allouer des moyens pour qu'on puisse faire quelque chose de pertinent et que la littérature démontre. Et même comme l'a montré Joachim Marty, s'il n'y a pas une évidence absolue de quelque chose, il y a quand même suffisamment d'expérience, d'éléments qui montrent que c'est en tout cas pas pire. Et puis, dans ces cas-là, on essaie de convaincre, et finalement, je pense que quand je parlais de culture, c'est aussi ça, c'est aligner des cultures politiques, des cultures populationnelles, des cultures d'institutions aussi, pour arriver à, par le nombre, passer à d'autres choses. On a donc essayé d'expliquer ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire aller vers des maisons de santé, comme il y en a plein partout maintenant, et qui ont des expériences très intéressantes, tant du point de vue des professionnels que des patients, que des proches aidants. On a plutôt visé ça que passer par des articles, l'article 59 B la mal avec ses projets pilotes, qui nous paraissent, d'un point de vue des pouvoirs publics, infranchissables. Je le dis franchement, vous avez des moyens colossaux que vous devez attribuer à des choses comme celle-là, vous devez faire des démonstrations en un temps très minimal, et ça paraît juste à peu près impossible. Donc, il faut essayer de se positionner autrement. J'observe aussi une chose, c'est que aujourd'hui, les pouvoirs publics sont dans une sorte de croisée des chemins. C'est-à-dire, il y a énormément de nouvelles choses qui se font par des acteurs qui ne sont pas forcément publics ou parapublics. Et on arrive à ce paradoxe du point de vue du citoyen ou du patient de dire, mais en fait, les pouvoirs publics qui ont la loi avec eux, qui ont les moyens, qui ont la légitimité, qui ont les éléments politiques, en fait, ne nous proposent rien. Si, chaque mois de septembre, 8% d'augmentation des primes. Mais qu'est-ce qu'ils proposent de mieux, alors que tous les autres acteurs sont plus créatifs, plus rapides à changer, plus rapides à s'adapter? Et on doit convoquer, je pense, aussi les pouvoirs publics à se positionner par rapport à ça, faute de quoi, on va regarder passer le train, et puis on sera très en retard sur les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi amener ces discours un peu différents pour aider les changements, et puis ne pas simplement percevoir la santé comme étant juste sous la lorgnette financière. Elle est extrêmement importante, ça c'est clair. Donc là, il faudra qu'on puisse aller défendre un certain nombre de choses. Je pense que les organisations qu'on doit essayer de mettre en place, en fait, il faut aussi qu'elles aient des prérequis importants. Joachim l'a dit, vous l'avez dit aussi, il faut déjà des systèmes quand même un peu interopérables. Aujourd'hui, si on regarde, en fait, les systèmes, alors on en parle beaucoup avec le dossier électronique du patient, c'est l'interopérabilité, mais la réalité dans les institutions de soins, c'est que tout n'est pas si interopérable. Il y a des questions de culture, les données, parfois, on veut les garder pour soi, c'est très fragmenté. Et moi, je pense qu'il y a vraiment ce prérequis, effectivement, d'avoir déjà des circulations d'informations qui soient, enfin, de l'information pertinente, évidemment, mais aussi des circulations d'informations qui soient importantes. Et après, il faut peut-être qu'on trouve des incitatifs financiers. Je pense que peut-être des notions d'appel à projet pourraient permettre aux acteurs qui connaissent bien leur environnement, leur écosystème, leur fonctionnement, les freins de fonctionnement, comment est-ce que par des appels à projet, on pourrait effectivement les stimuler à aller vers une amélioration ou à de meilleures propositions qu'on pense parfois depuis le haut et qui ne sont pas toujours pertinentes ou qui ont peut-être pas le degré de priorité qu'ils nous montreraient. Vous connaissez comme moi l'expérience qu'ils ont fait, c'est Ribera Salud en Espagne. Je trouve que ce prérequis dont je parle, on voit bien, ils ont pris cette médecine 4P, ils ont essayé vraiment d'implémenter cette notion-là dans leur fonctionnement. Ils ont essayé d'implémenter des questions d'innovation,
qu'on utilise encore peu aujourd'hui. Il parlait de ces patients chroniques. Ben voilà, ils ont des monitorings à la maison. On va chercher un tout petit peu leur état de santé. Puis quand ça bouge un tout petit peu, qu'il y a des alertes, ben c'est les médecins qui appellent tout de suite, qu'est-ce qui se passe, etc. Je pense que ces approches-là, aujourd'hui, on dispose de la technologie pour le faire, on dispose des outils. Par contre, on implémente assez peu ces éléments d'innovation. Et je pense que ça, on doit aussi aujourd'hui essayer vraiment de réfléchir à ça. Et puis, on doit aussi essayer, je pense, d'aller chercher, je voyais ce qu'ils faisaient au réseau Delta, peut-être encore d'autres facteurs cumulés. Je pense qu'on ne peut pas simplement décréter qu'on va faire des soins intégrés, on doit amener un certain nombre de conditions, et Delta va encore plus loin, puisque finalement, il propose de supprimer la quote-part quand vous consultez, il propose de revaloriser le poids par mètre. Vous allez beaucoup plus loin dans les incitatifs à changer et à amener quelque chose. Et derrière tout ça, finalement, comme pouvoir public, on observe le changement de système dont on parle depuis très, très, très longtemps, c'est-à-dire sortir de l'hospitalocentrisme. Et ça, c'est aussi un système qu'il faut accompagner parce que, évidemment, personne n'aime perdre un peu une partie de son territoire. C'est aussi une réalité. Et personne ne peut imaginer devenir autrement avec ce que ça implique comme changement majeur. Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, je pense que les études dont parlait Joachim Marty et puis les expériences dont vous parlez comme d'autres sont pour un canton comme Neuchâtel qui a probablement beaucoup à faire aujourd'hui dans la situation dans laquelle il se trouve et d'où il est parti, sont des expériences extrêmement intéressantes pour nous pour essayer d'aller chercher, capitaliser ces expériences. Et puis, effectivement, après, c'est les moyens avec lesquels on va pouvoir essayer d'amener ces transformations de système. Voilà les premières observations que je pourrais faire de où je me trouve en regardant le système. Merci beaucoup, Monsieur Galuitan, pour cette belle perspective cantonale. Peut-être M. Perria, M. Perilla, et Joachim Marty, c'est extrêmement masculin comme invité. Je suis désolée. Mais ici. Et on peut commencer par les questions dans la salle et celles qui pourraient apparaître virtuellement. Demandons dans la salle, y a-t-il des questions? On ne peut pas me dire qu'il y a des questions. En tout cas, merci cette organisation, merci pour cette opportunité parce que on voit le chemin qu'on a à faire pour sa culture et aussi ensemble à cette question des soins intégrés. Puis la difficulté qu'on a, c'est peut-être la première remarque, quand Joachim, dans la revue de littérature, on voit que la question du disease management, elle est traitée un peu comme la question des soins intégrés. Je trouve que c'est plus du tout, on peut comprendre, voilà, une BPCO, un patient chronique, et puis il faut que, voilà, les soignants ils soient bien calés sur le BPCO qui a 45 ans, puis voilà, c'est simple, mais ça n'a rien à voir avec la complexité d'une intégration et de changement de modèle financier, à mon avis. Donc, peut-être si tu refaisais le graphique sans le disease management, ce serait pire. Ce serait pire, ouais. C'est vrai qu'on évalue ce qui est plus facile à évaluer, parce que c'est plus cadré dans le temps, c'est plus simple, c'est moins complexe, donc on le démontre mieux, quoi. Et puis, peut-être ça, je pense qu'on peut décider parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un wording commun qu'il faudrait qu'on trouve, à mon avis, quand on parle soins intégrés, c'est quoi? C'est le modèle d'Arthuracien, c'est juste Delta, entre guillemets, ou c'est du disease management. Je trouve que, à trop englober, à mon avis, on perd la force de frappe de ce qu'on veut, très intégré comme le balcon du Jura. Et puis un dernier commentaire, c'est l'absent aujourd'hui, c'est Genève, parce que je pense que ce qu'ils font là est assez intéressant en termes d'intégration du modèle avec potentiellement une assurance maladie sur un réseau de soins intégré. Je trouve ça pas mal. Mais pour toi, Vincent, en réalité, quelle capacité a l'État cantonal aujourd'hui, comme tu dis, de mener ces réflexions? Et puis, dans notre pays très libéral, est-ce que c'est pas une guerre perdue d'avance d'imaginer que c'est de l'État que va venir cette question de l'intégration et que l'État cantonal ne devrait pas se poser les questions au minimum comme État, qu'est-ce que je veux garantir? Des questions d'accès aux soins, des questions d'équité, mettre ces normes et laisser un terrain de jeu. Parce que je pense qu'on est toujours, et peut-être en particulier en Suisse romande encore plus, on est toujours dans cette volonté un peu d'une mainmise ou d'un contrôle ou d'un pilotage parfois quand même extrêmement détaillé de ce qu'on fait. Alors, je ne prône pas pour du Musk, mais quand tu dis cette part d'innovation, je pense qu'il y a aussi peut-être
une réflexion profonde à faire à partir de l'État en disant l'État et l'État social qu'on doit défendre, il doit défendre quoi? Et puis quel terrain de jeu on laisse? Parce que je pense que ce milieu du gay, même pour l'innovation, pour les acteurs privés, pour l'État, c'est le bordel. Et personne, et finalement personne n'aura finalement la main et on n'avance pas. Je parle un peu un ministre de l'État socialiste, hein, mais voilà. Non, mais j'apprécie toujours tes propos parce qu'ils ont l'avantage de piquer un peu. Je crois que tu as parfaitement raison. Il y a des combats qui sont perdus aujourd'hui. Il faut pas s'y engager. Je pense aussi, et je le dis parfois, à Neuchâtel, on est réputé pour faire du petit, fiable et précis. On connaît l'horlogerie, la micro-horlogerie. Et le risque, c'est qu'on fasse, dans les systèmes de santé, cet élément-là de contrôle, puis de descente plus bas, etc., etc. Puis aujourd'hui, on contribue à une certaine bureaucratie, à une certaine inertie, à une certaine lenteur, etc., etc. Là-dessus, je pense que là aussi, les pouvoirs publics doivent réfléchir très différemment. Quant au terrain de jeu dont tu parles, oui, c'est pour ça que quand je disais peut-être qu'on peut aussi aller chercher des appels à projets, c'est-à-dire pas seulement penser les choses en disant on décrète quelque chose, mais aller chercher auprès des professionnels qui ont des idées très précises, je pense, de là où ils pourraient faire quelque chose. Il y a un exemple qui m'a toujours frappé parce que celui-là il est resté, c'est quelqu'un qui me disait en gestion hospitalière qui avait constaté qu'il y avait dans un service de pédiatrie un nombre d'usages de gouttes oculaires absolument extraordinairement important, beaucoup plus qu'en ophtalmo. Et quand ils sont allés regarder un peu plus près, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils avaient changé tous les systèmes compliqués. Pour les infirmiers et les infirmières, c'était impeccable avec ces machins, etc., etc. Donc, ils utilisaient ces petits emballages pour avoir un meilleur levier pour piquer. Voilà. Ça me fait vraiment penser au truc où on a dit, tiens, pour une question d'économie, le fournisseur, on implante un truc et les gens peuvent plus bosser. Si on retourne aussi un peu les choses à plus grande échelle de système, je pense que si on écoute un peu plus ce que les gens ont à faire, on doit arriver à une autre chose, c'est-à-dire investir là. Et aujourd'hui, je l'ai dit, les pouvoirs publics, ils sont complètement grevés par tout ce qu'ils ont déjà à faire, donc on passe pas l'épaule pour penser demain. C'est la même chose dans les lieux de soins. Les gens n'ont aucune disponibilité pour penser autre chose que ce qu'ils ont à faire, puis ils arrivent déjà plus. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est convaincre que si on veut changer, c'est investir massivement dans les lieux de soins, dans les pouvoirs publics, pour créer ce terrain de jeu dont tu parles, pour sortir quelque chose d'intelligent. Ça, je suis convaincu. Sinon, c'est plus. Et la surréglementation, pas parce non plus, mais la surréglementation, on a autre chose à faire qu'à produire que ça. Parce qu'en fait, on finit par produire sur le cas d'exception qui se produit et on fait des couches de millefeuille. Et je vois aujourd'hui, quand on demande une autorisation d'exploiter un EMS, on a accumulé des couches, on demande 45 papiers. Donc, il faut en traiter 45. Mais au bout d'un moment, ce temps-là, on ne le pense pas à penser ce qu'est l'EMS de demain. C'est là où on se fait. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai une question en ligne. J'ai un monsieur Muller avec le rapport du dessin qui dit la transformation systématique. Alors, la transformation systémique du système de santé est en cours et l'attention est portée sur les personnes dans leur parcours de santé. Parfois, les frontières entre les disciplines et entre les soins de santé et les services sociaux se brouillent ou deviennent invisibles. Tout comme de nouveaux rôles et responsabilités émergent pour tous les acteurs impliqués. Sommes-nous prêts? Bon, disons que sur les éléments que tu mentionnais sur la circulation de l'information, on n'est pas tout à fait prêt. Sur les incitatifs, on saurait comment les modifier, en tout cas sur le papier, mais il y a encore quelques bases légales qui manquent. Sur l'innovation, je pense qu'on est prêt, comme tu le disais, il y a des innovations qui sont là, mais il faut pouvoir les implémenter. Donc, on est prêt sur le papier, mais dans le concret, c'est compliqué. Mais on a un exemple de concret chez vous. Êtes-vous prêt ou vous l'avez fait? Donc, vous avez été prêt, vous avez un degré de préparation. Alors, on est en chemin, il faut rester humble avec le travail que l'on fait. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il faudrait des conditions cadres. Ces conditions cadres, nous ne pouvons pas nous les porter. Le système d'information doit être quelque chose, alors là, qui devrait être porté par les pouvoirs publics. Et je dirais autant, j'apprécie cette idée d'avoir un terrain de jeu où on peut expérimenter des approches et mettre en place des stratégies. Définitivement, quand j'écoute les personnes du terrain, c'est eux qui ont les bonnes idées, c'est eux qui savent ce qu'il faut faire, il faut juste les écouter.
Mais après, quand il faut mettre en œuvre ce qui sont les idées du terrain, c'est là qu'on est bloqué avec, d'une part, des manques de moyens ou un environnement qui n'est pas propice. Et le système d'information n'est pas propice. L'absence ou le manque de reconnaissance de la coordination des soins est quelque chose qui est absolument bloquant. Et aujourd'hui, on essaie de travailler à implémenter ces soins intégrés. Et on se rend compte que tout ce travail de coordination qui est en train de se mettre en place, on est en train de mettre en place toute une série de stratégies beaucoup plus transversales dans l'organisation du système. Mais tout ce travail de coordination n'est pas reconnu et ça me pose des questions de fond quand on doit faire un budget pour se dire mais on prend l'argent où pour reconnaître ce travail de fond. Et je pense que, comme vous l'avez évoqué, on a d'une part une augmentation affolante des coûts de la santé, puis en parallèle de ça, il faudrait être dans une logique d'investissement. Et puis, c'est là qu'il y a un espèce de blocage. On dit, mais non, les coûts sont tels qu'on ne peut plus rien faire que d'essayer de faire face. Et c'est là qu'il y a une erreur stratégique. Il y a une logique plutôt d'approche de dire, on fait avec les moyens qu'on a. On devrait avoir, comme vous le disiez, un fonds dédié à des appels à projets qui permet de faire la promotion de l'innovation pour pouvoir continuer de développer des modèles tout en faisant face à la réalité de l'explosion du coût de la santé. Merci pour ça. Peut-être une question en ligne, je crois qu'il y a une question dans l'audience. Une question de définition. Quand on parle de développement de la santé communautaire, M. Perriat, vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de la santé qui se passe hors de l'hôpital, donc dans la communauté, ou c'est une santé qui est portée par une communauté définie, qui définit ses propres besoins? Alors, dans notre vision, on s'est dit que il fallait absolument partir du plus bas. Le plus bas, c'est une population, une communauté. Et il faut que cette communauté, on mette en place une réflexion pour que cette communauté devienne plus robuste, quelque part, plus autonome par rapport à sa réalité, sa santé. Et donc, l'idée, c'est de travailler, alors très en amont, c'est de travailler sur des axes de prévention, de promotion de la santé auprès de cette communauté. Et donc, on est totalement hors du champ, je dirais, domaine hospitalier, même si on doit créer des interconnexions. Je dirais, on doit éviter ou s'éviter de créer des logiques découpées où il y a un système communautaire et un système hospitalier. Dans notre vision, le système, il est interconnecté. Il faut absolument, et je dirais, dans une logique où on doit créer un système robuste, il faut absolument travailler sur ces interconnexions. Le fait, je vous donne un exemple, le fait que lorsqu'une personne âgée vient aux urgences de l'hôpital de Sainte-Croix, systématiquement, on évalue les signaux de fragilité de la personne âgée. Bien pour une entorse à la cheville, mais on va faire un bilan sur des aspects d'équilibre, sur des aspects d'hydratation, sur des aspects cognitifs. Il y a tout un catalogue d'éléments qui permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de la situation de santé de la personne et puis de pouvoir après orienter ou diriger ces informations auprès du médecin traitant pour tant lui dire qu'il est venu tel jour à telle heure pour une entorse de la cheville, mais en parallèle de ça, qu'on a pu détecter des signaux de fragilité pour lesquels on donne des recommandations visant à améliorer, je dirais, la robustesse de cette personne. Et c'est un exemple que je vous donne là qui montre comment on doit vraiment penser l'interconnexion entre les différentes structures et puis avec cette interconnexion, de créer un système qui soit beaucoup plus robuste pour pouvoir prendre en charge la personne, quelle que soit sa porte d'entrée, quelque part. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vois votre vision de cette communautaire. Merci. En fait, juste poser ça rapidement pour vous, M. Perriat. Pour le développement des 3 pôles vaudois, l'État finance un poste de chef de projet. Avec quel résultat? C'est la question. Je rajouterais, est-ce que l'absence de preuves de résultats en termes de santé ou économique est un frein ou met en péril la pérennité des réseaux du RSBJ?
Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, ce qui est un petit peu le fond de la question, c'est la question de ces régions d'abord. Quel est le dispositif à mettre en place dans ces régions pour pouvoir assurer une réponse populationnelle qui soit la meilleure possible à des coûts acceptables? Le chemin qui est pris, c'est le chemin des soins intégrés. Donc, pour ces 3 régions, il y a un travail qui se fait actuellement, qui, je dirais, a une part de réflexion qui est totalement commune, où on a les mêmes orientations, et une des orientations qui est commune, c'est une orientation de type soins intégrés, mais chaque région a aussi ses particularismes. Je donne un exemple, la région de la Vallée de Joux a une population transfrontalière, plusieurs milliers de personnes qui travaillent la journée. Puis ces personnes-là, elles peuvent avoir des besoins de soins qu'on n'a pas dans la région du Balcon du Jura, parce qu'on n'a pas la même population transfrontalière, on n'a pas la même économie. Et donc, on se distingue et c'est des choses sur lesquelles on s'est quelque part entendu. C'était de se dire autant on doit avoir des seuils communs, autant on devra contextualiser finalement l'orientation du dispositif qu'on met en place en fonction de la réalité régionale, quelque part. La question pour toi, quel résultat vous dites, vous voulez apporter les meilleurs résultats de santé à des coûts acceptables? Qu'est-ce que vous avez comme preuve à donner au canton? C'est ça la question, que vous avez les meilleurs résultats à des coûts acceptables. Alors, là, il faut être honnête. Si on me demande de donner un chiffre, j'en ai pas. Et ça sera très difficile de les obtenir, ces chiffres. Et ça a été toute la réflexion qui s'est faite à un moment, quand on était au bout du processus de notre plan stratégique, c'était de se dire, OK, bon, on veut orienter vers des soins intégrés, mais comment on peut démontrer que ces soins intégrés vont amener de la performance au système et donc vont être économiques? Et puis, ça a été tout le travail qui s'est mis en route, alors avec vous, le professeur Pétrement, et aussi l'HEGBD, de chercher une stratégie pour pouvoir démontrer quelque part cette notion de performance. Et je dirais, alors, c'est vrai que le chemin qui a été pris était intéressant parce qu'au lieu de se focaliser sur l'aspect des coûts, on a focalisé sur la performance des processus qui sont en place autour des soins intégrés. Et donc, on a mesuré, c'est le travail Sirocopole qui a été discuté hier, de travailler sur l'analyse de cette solidité ou de cette performance de ces processus de soins intégrés à travers 8 dimensions, et puis de mesurer, je dirais, cette performance-là, disant que si ces processus sont performants, de fait, ils vont permettre de développer des soins intégrés efficaces qui, de fait, devraient maîtriser ou abaisser les coûts. Mais ça, c'est spéculatif. Je n'ai aucun chiffre à vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup. Parle assez fort, parce qu'on n'entend pas très bien. D'accord. Okay. J'ai une question pour Joachim. Je me demande s'il y a quelque chose à prendre de toutes ces hétérogénéités que vous avez montrées. Donc, les points rouges, c'est moyen. Et il y avait, par exemple, ces points c'était très fort. Est-ce qu'il y a des variations dans lesquelles on peut dire des choses, peut-être c'est pas les mêmes produits, mais soit intégrés, il y a des différentes choses qui ont été faites. Oui, disons, plus on va vers la définition peut-être des balcons du Jura et peut-être de ce que tu évoquais, Stéphanie, de vraiment un vrai système de soins intégrés avec différents lieux de prise en charge, une zone géographique assez vaste, plus on va dans cette direction, moins il y a de preuves. Parce que l'évaluation, elle est compliquée. Donc, c'est vrai que l'hétérogénéité des filières par maladie, par exemple, c'est là qu'il y avait plus de preuves qui étaient bien définies. Le point que tu vois en bas à droite, il faudrait que je creuse cette étude-là parce que ça paraît vraiment très, très important comme effet. Mais c'est une gestion d'une maladie particulière dans un cadre bien défini avec un essai éventuellement randomisé. Puis il y avait le côté l'aspect des données aussi, où là, il n'y a pas souvent d'exemple où il y a un bon point de comparaison. Donc, on parle de l'évaluation de votre modèle. Quel serait le bon point de comparaison? On voit qu'il y a déjà de l'hétérogénéité entre les régions. Donc, est-ce qu'on peut comparer les deux régions? Ça serait difficile. Ce serait difficile. Ou alors, est-ce qu'il faut créer une sorte de modèle où on a une région un peu hypothétique qui évoluerait selon les habitudes
Et puis c'est comme ça qu'il faudrait procéder. Mais difficile de vraiment. En fait, il faudrait un sous-ensemble de ce nuage de points qui reflète bien notre définition des soins intégrés et puis qui soit solidement évalué. Puis là, c'est le bilan, il est encore plus léger. C'est-à-dire qu'on a très peu de preuves de systèmes vraiment bien intégrés où on a mesuré correctement les impacts sur les coûts et la santé. Il y en a quelques-uns, aux États-Unis notamment, où on a pris une distance de 3 à 5 ans, puis on a pu vraiment mesurer ces effets. Mais c'est rare, hein? Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de définition consensuelle, on l'a vu dans la première présentation, il y a différentes définitions qui existent, après difficile d'opérationnaliser ça. Comment est-ce qu'on va extraire les études qu'on met dans les revues schématiques? 34 études, ou même 60, même 100, ça fait 20 ans qu'on fait des projets de soins intégrés, on peut imaginer qu'il y a bien plus de littérature là-dessus, mais on ne les intègre pas parce qu'on ne les a pas sélectionnés dedans. Donc c'est forcément limitant. Ces interventions complexes sont très difficiles à évaluer et à mettre des résultats positifs en évidence. On ne sait même pas qu'est-ce qui marche, en fait. Même si on dit c'est efficace, on ne sait pas quelle est la composante. Est-ce que c'est la composante d'autogestion de la maladie? Est-ce qu'il y a une autre composante parce qu'on a mis une coordinatrice dans le coup, ou bien parce qu'on a enlevé la cote-part? On ne sait pas, généralement. Il me semble qu'il y a une question. C'est une question à Luc Marty. Je me demandais, moi, ces soins intégrés, c'est compliqué à mettre en place. Est-ce qu'en premier lieu, le mettre en place à l'échelle des soins primaires, ce ne serait pas déjà une première étape plus facile, plus imaginable? Et puis, la deuxième sous-question, c'est qu'actuellement, si on dit, je vais lancer ma maison de santé, on ne sait pas comment faire, en fait, en Suisse romande. Alors, par exemple, en France, on peut vraiment, on se regarde, il y a des modes d'emploi de lancement de la maison de santé, les conditions cadres qui sont en place, qui tac, 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 en 2 ans, on a sa maison de santé, quoi. Et, du coup, parce qu'il est prévu que les pouvoirs publics ne savent pas trop comment, n'ont pas l'énergie peut-être de faire ce changement-là, est-ce que nous, les académiques, on va leur donner un peu clé en main, voilà, on pourrait mettre ça en place, puis qu'après, c'est de l'appliquer. Ben, je vais peut-être transmettre après. Enfin, c'était pour moi la question. En tout cas, pour l'applicabilité des soins intégrés au niveau soins primaires, c'était pour ça, pour voir à quel point c'est plus facile. C'est une illusion. Alors, oui, bon, il y aura des défis. C'est, je pense, plus facile dans une certaine mesure. Après, ça vient à ce que tu disais. Donc, si on laisse l'innovation monter, ben, par exemple, des soins primaires, il faut que les conditions cadres elles soient présentes. Et puis c'est ça qui manque. Mais je pense que, enfin, peut-être que je parle pour toi, mais si on vient avec des idées parle d'un template ou d'un canevas pour développer un nouveau modèle, puis qu'il est évalué aussi correctement, ça peut donner. Il n'y a pas de one size fits all. Les gens sont intégrés, ça sera en fait, il n'y a jamais. C'est extrêmement dépendant du contexte. Ce qui se passe à Genève est très spécifique de Genève. Ce qui se passe dans le canton de Vaud sera spécifique du contexte politique et sanitaire et culturel du canton de Vaud. Il se passe d'autres choses en Suisse allemande, au Tessin, au Grison. On n'aura jamais de mode d'emploi. C'est comme ça que ça doit être, parce qu'en fait, ça dépend trop du contexte. Mais peut-être qu'une question subsidiaire, c'est l'échelle. Pour vous, c'est aussi l'échelle. À quelle échelle on doit travailler? Est-ce que c'est l'échelle d'un cabinet, d'une maison de santé, d'une région, d'un canton? Quelle taille de région? Voilà. Quel bassin de population? Ça, c'est pour les approchements populationnels. D'ailleurs, c'est l'objet du dernier colloque qui a lieu la semaine prochaine, l'approche populationnelle avec les hôpitaux et avec les assurances. Donc, c'est encore une autre. C'est le sujet du dernier colloque. Mais sur l'implémentation, moi je vous rejoins, disons, c'est ce que je disais, les pouvoirs publics ou les institutions n'ont pas beaucoup de temps, donc ils n'arrivent pas à passer l'épaule. Et puis on n'a pas toujours le savoir, donc c'est vrai que se rapprocher les pouvoirs publics et les milieux académiques, c'est fondamental pour qu'on puisse être beaucoup plus rapide dans la vision qu'on veut développer. Puis après, il faut essayer de trouver des petits trucs. Alors, je pense à l'échelle d'une région. Neuchâtel, c'est quand même très petit, disons, si je prends, c'est une grande ville en gros. Donc, il faut quand même viser des tailles critiques qui soient quand même suffisantes. Faute de quoi on va faire là encore de la micro-horlogerie, ce qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et puis, quand je disais en introduction qu'on avait eu cette sensibilité de ces fermetures de petites un projet de loi, on a essayé d'expliquer ce qu'on pourrait faire. Et ce truc-là a une incidence heureuse parce que c'est devenu juste un postulat qui nous encourageait effectivement à aller vers plus de médecine de premier coup. Et ça nous donne quelque part le cheval de Troie, si vous voulez, pour essayer d'amener ces petites maisons de santé. Donc il faut trouver des chemins comme ça de conviction, puis après il y a la mise en œuvre, et là on va aller chercher des moyens et du savoir-faire, précisément. Parce que le financement ne viendra pas forcément que de l'État, justement. Ça, ce sera l'impulsion, oui, mais... Il y a une dernière revue de littérature qui est sortie il y a 2 jours sur le développement des soins intégrés en médecine de premier cours. Ça peut permettre de renforcer la médecine de premier cours et ça sans montrer des
des bénéfices en termes de santé, des bénéfices économiques, c'est un effet de sac de 0,02, donc on ne sait jamais ce que ça fait au niveau économique, mais en termes de santé. Ce serait une bonne piste à évaluer. Ça, c'est tout récent comme le dernier résultat. Ouais, puis je vous réfère aussi au webinaire précédent qui avait abordé la question de la médecine de premier recours. Hein. On ne va pas refaire le débat, mais je pense qu'on l'a aussi bien présenté lors du premier webinaire avec les niveaux micro, méso et macro. Et peut-être qu'on peut réfléchir à des templates qui ne soient pas forcément micro, puisqu'on a dit one size doesn't fit all, mais peut-être un certain nombre d'éléments méso ou macro qui peuvent être des facilitateurs pour un certain nombre de contextes. Donc, pas du copier-coller, mais on prend dans le frigo un certain nombre d'ingrédients qui peuvent être utiles à un nouveau projet. Une région comme le Balcon du Jura, c'est 6 000 habitants. Cette population, moi, je la situe plutôt comme un modèle type laboratoire où on expérimente des stratégies avec un risque minimal, hein, parce que si on développe ça pour tout le canton de Vaud, il y aura des investissements majeurs. Alors que là, on peut se dire, mais on peut mettre en place des stratégies, les tester, les observer, regarder ce qu'il en sort. Il faut accepter qu'il y ait une part de subjectivité, d'accord, mais on peut faire ça dans des régions comme celle-là. Si on pense à un déploiement, moi je serais beaucoup plus à penser, alors oui, faisons le pas, osons des déploiements régionaux, hein, le canton de Vaud a 4 régions, puis pensons à des déploiements régionaux, d'accord, où on verrait que chaque région aura ses particularismes et fera un travail différent. Et dans le sens de ce qui était dit aussi avant, moi je suis convaincu, on l'a expérimenté à travers le projet Sirocopole. Si nous, institutions de santé, avions dû par nous-mêmes faire ce travail, on n'y serait pas arrivé. Et de travailler de façon partenariale, et je pense que c'est un des points fragiles actuellement, c'est cette volonté de travailler en partenariat entre les institutions de santé, les institutions académiques et les pouvoirs publics. Et il faudrait faire un vrai travail de partenariat et pouvoir se mettre autour d'une table et de pouvoir penser ensemble ce qui serait vertueux à mettre en place pour pouvoir penser le système de santé de demain. Maintenant, moi, je ramène chaque fois où est ce que j'appelle moi le démultiplicateur le plus petit commun, c'est l'humain, c'est la personne. Et je pense qu'on oublie toujours la possibilité d'abord, entre guillemets, d'investir de l'énergie auprès de la personne ou d'une collectivité pour que ces personnes soient plus robustes par rapport à leur santé. Je trouve qu'aujourd'hui, le regard qui est porté sur la population a un regard très critique. Hein. On parle de consommateurs de soins, je trouve alors que c'est avant tout des personnes qui, à mon sens, n'ont pas les bases nécessaires pour pouvoir se comporter, je dis comporter avec des guillemets, correctement, de façon autonome, de façon active autour de leur santé. On sait qu'il y a une vague, on parle de ce tsunami gris qui est là, qui arrive. On a la population qui est juste avant, qui est une population en 50-60 ans. Et moi, ça me pose des questions de me dire, parce que je suis dedans aujourd'hui, de me dire, mais on fait quoi pour cette population pour qu'elle soit dans une logique de bien vieillir, qui fait que quand elle sera dans un âge plus avancé, elle puisse savoir adapter ses comportements de santé pour pouvoir être beaucoup plus autonome, beaucoup plus capable de prendre des petites mesures, parce que ça ne demande pas de faire des changements radicaux, de se lancer dans des marathons, pour mettre en place des mesures qui seraient simples. C'est de l'éducation à la santé, c'est de la prévention, de la promotion. Mais si tout ce travail de fond était fait auprès de la collectivité, donc c'est très communautaire ce que je dis là, ben on ferait déjà un travail de fond qui serait le travail essentiel sur lequel après on peut ajouter des strates supplémentaires, parler de la médecine de premier recours. Et vous voyez, la médecine de premier recours, elle est à l'étroit d'un système tarifaire qui lui demande de prester. Et tant qu'on sera dans une logique où les systèmes tarifaires seront tels qu'ils sont, et qu'on ne sera pas dans d'autres logiques, hein, que vous avez présentées, docteur,
Je pense qu'on ne pourra pas faire évoluer le système. Et nous, Réseau Santé Balcon du Jura, vous voyez, on veut développer des soins intégrés, mais on nous demande de maintenir les systèmes tarifaires actuels, TARMED, DRG, etc. Et puis ça crée une espèce de difficulté parce qu'on est coincé entre ce qu'on voudrait faire et ce que le système nous oblige de faire, si vous voulez. Et je pense que ça c'est un fond, ça serait une question de fond. Ça serait vraiment, c'est pour ça, peut-être pour conclure, ça me semble, on parle de changement, mais moi j'ai l'impression qu'on va plutôt parler de mutation d'un système, parce que c'est des changements de fond qui doivent se faire du système de soins. Le temps passe encore. Juste une dernière petite question qui sera rapide pour vous, monsieur Ignace Dumitan. Quelqu'un pose la question, est-ce que les politiques sont bien sensibilisés dans le canton du Neuchâtel concernant les soins intégrés? Puis, question suivante, dans quel horizon de temps vous pensez quelque chose émergera dans le canton de Neuchâtel? 2 minutes. Question rapide, réponse rapide. La maturité d'un Parlement, elle se travaille. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque début de législature, on prend les commissions de santé, les commissions financières, les commissions de gestion, puis on essaie de leur dire quels sont les gros enjeux, et puis là où il faut mettre de l'énergie, puis qu'est-ce qui est du recours de la Confédération, qu'est-ce qui est du ressort des cantons, pour qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir travailler. On essaie de faire ça, et puis après, tous les 4 ans, on va recommencer. Donc ça, c'est la temporalité politique avec laquelle il faut composer. Donc, l'espace-temps pourra faire quelque chose de l'ordre des maisons de santé. En fait, un postulat nous contraint à traiter ceci en une année. Donc, il est adopté le 23 janvier. Le 22 janvier 2026, on doit avoir déjà une notion de dire qu'est-ce qu'on a pu faire, entre guillemets, pour renforcer l'existant, les collaborations, les coordinations dans ce qui touche à la médecine de premier recours. Et on a, je disais, une opportunité très intéressante, c'est qu'il y a eu des partenariats entre l'hôpital neuchâtelois et des petites structures qui étaient assez bien implantées dans le territoire. Et ces partenariats ou ces prises de participation permettent d'envisager le fait de dévier les urgences degré 3 à 4 sur ces petites maisons de santé plutôt que d'engorger l'hôpital. Ça permet aussi de venir sur des petites interventions ambulatoires ou de les faire sur des plateaux techniques lourds, de les mettre ici sur des systèmes TARMED. Ça permet de faire un certain nombre de choses, aussi de viser de la pluridisciplinarité, implémenter des nouvelles professions, les IPA, tous ces éléments-là. Et en gros, ce travail-là, il est déjà un peu en cours entre les acteurs qui disent, mais tiens, si tu venais chez moi un après-midi, où on fait des consultations spécialisées un après-midi, on crée des slots comme ça, avec un premier tissu de fond, avec la pédiatrie, avec la médecine de premier recours, gynécologie, enfin, des trucs comme ça. Puis c'est ce qu'on essaye petit à petit de construire. Dans une année, on devra avoir fait déjà un bout de démonstration, puis après, il faudra encore 1 à 2 années pour que ça tourne. Mais quand je parlais d'opportunité, c'est ça. Capitaliser là-dessus. Ok, donc merci beaucoup, Joachim Marty, Alain Padilla, Vincent Dumitan pour votre participation. Il y a encore 2 questions, mais qui sont en lien avec les approches populationnelles, avec les assurances. Et comme la semaine prochaine, on a le colloque qui, ça me fait bien, on va laisser ces questions pour ça. Ça aura lieu de 16h à 18h, suivi d'un apéritif. Donc il y aura 1h30, un peu plus de temps. Un petit apéritif pour tous ceux qui seront en présentiel. Et merci beaucoup à tout le monde.